bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus ce soir, nombreux, pour écouter Stéphane Guégan, que nous nous réjouissons d'accueillir. Stéphane Guégan, qui est conseiller spécifique auprès de la présidence de l'établissement public du musée d'Orsay et de l'Orangerie, Valéry Giscard d'Estaing, ce musée important, donc bien sûr parisien, auquel nous sommes, disons, associés cette année, durant ce trimestre, dans le cadre donc de l'opération nationale 100 œuvres raconte le climat. Un partenariat qui nous vaut d'accueillir de manière exceptionnelle, vous le savez tous et toutes, je crois, un tableau formidable d'Édouard Manet. Bien entendu, c'est cet accueil, c'est ce partenariat qui, bien sûr, nous honore, qui eh bien, nous a incité, a invité ce soir Stéphane Guégan, qui eh bien, est aujourd'hui l'un des experts, un des spécialistes d'Édouard Manet, qui a largement écrit sur l'artiste, et qui ce soir nous propose donc une conférence consacrée à Édouard Manet et la nature morte. Je précise une chose, Stéphane Guégan est là ce soir, notamment grâce au soutien des amis du musée de Soissons, et donc je remercie très chaleureusement donc le bureau des amis du musée de Soissons, Jean Renovier qui ici vice-président donc qui le représente. N'hésitez pas, enfin je me permets de l'indiquer, vous avez une petite boîte qui en milieu de salle est là pour accueillir vos dons afin d'accompagner eh bien les initiatives de cette association qui, je crois, accueille d'ailleurs tous les curieux et tous les passionnés, ceux qui souhaiteraient bien sûr accompagner au quotidien, voire plus, donc les actions du musée. Voilà, donc je vais passer le micro à Stéphane Guégan. Nous allons éteindre la lumière. Sachez que donc cette conférence est filmée, enregistrée, donc vous aurez l'occasion, si vous souhaitez avoir un bis, voire un tris, qui sait, donc d'écouter à nouveau Stéphane donc depuis chez vous ou depuis votre portable, qui sait. Voilà, en tout cas la captation vidéo est effectuée ce soir. Je remercie nos collègues du service de la communication ici. Et voilà, sans plus tarder, je passe le micro à Stéphane. On va éteindre les lumières d'abord. Merci infiniment Christophe, qui a travaillé dans notre maison il y a quelques années, je m'en souviens encore, au service des publics. Vous m'entendez bien? Je m'entends. Et puis moi-même, je suis très heureux d'être parmi vous et d'avoir à parler de, pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots, de poissons à Soissons. Car il va s'agir de nature morte, de nature inanimée, disait-on au XIXe siècle, mais surtout de poissons, pour mieux vous faire comprendre la signification, l'importance du tableau qui est accroché chez vous et qui fait partie de ceux que je préfère de notre collection. C'est d'ailleurs une œuvre qui a un historique intéressant puisqu'elle est passée, avant d'être donnée par ses derniers propriétaires, entre les mains de Durand-Ruel, le grand marchand de peinture impressionniste et moderne, à qui Manet d'ailleurs devait d'avoir vendu 23 de ses œuvres en 1872, alors que le pauvre Manet, qui a 40 ans en 1872, n'avait pas vendu grand-chose auparavant. Si j'en parle tout de suite, c'est que la composante commerciale liée à la pratique de la nature morte est bien sûr une des données qu'il faudra rappeler tout à l'heure. D'abord, quelques chiffres. Manet, c'est 1832-1883. Une vie courte, une carrière intense qui nous vaut à peu près 400 tableaux. Et parmi ces 400 tableaux, un cinquième de nature morte. Ce n'est pas indifférent. Pour un peintre qui n'est pas réputé pour avoir été un praticien de la nature morte, on comprend tout de suite qu'il a donc réalisé un certain nombre de tableaux, principalement dans les années 1860, époque où il peint l'anguille de ce soir, et qu'il a, vous le verrez, même si je ne vais vous montrer qu'une vingtaine de tableaux, c'est-à-dire donc un
un quart, au fond, des 80 natures mortes qu'il aura produites. Il y a donc matière à réfléchir sur cette production et sur la place que Manet lui donne au cours de sa carrière, car au fond, il ne réserve pas ses tableaux, il ne les expose pas au salon, hein, la grande vitrine de l'art contemporain de l'époque, celle où les peintres non seulement croisent la clientèle de l'époque, mais aussi l'administration des beaux-arts. Ces tableaux sont dirigés vers le second marché, dirions-nous aujourd'hui, quand Manet d'ailleurs ne les donne pas à titre amical ou pour récompenser un critique qui, par une sorte de miracle, aura dit du bien de lui. Et donc il faut réfléchir à la fois au vocabulaire de ces natures mortes, mais aussi à sa fonction, à la fonction de la nature morte chez Manet. On a beaucoup dit que Manet avait, en quelque sorte, s'était affranchi de la fameuse hiérarchie des genres. Vous avez sans doute entendu déjà parler de ce concept fixé au XVIIe siècle en France et qui plaçait donc au sommet de l'échelle des valeurs la peinture d'histoire, celle qui représente les actions humaines, celle qui, à travers la figuration humaine, exprime les sentiments, l'âme, et puis, tout en bas, la nature morte, celle qui montre la faune, la flore, les animaux, les poissons, très loin de la représentation de l'homme et très loin donc des sentiments et des actions qui permettaient de justifier la place éminente qu'on accordait à la peinture d'histoire au XVIIe siècle. Cette hiérarchie des genres, elle se perpétue au cours des siècles suivants et Manet lui-même, au fond, la respecte. Car son ambition essentielle, c'est de renouveler la grande peinture, de donner un équivalent moderne, finalement, à ce que Poussin demandait à la Bible ou à la fable antique, en allant chercher ces sujets dans les mœurs contemporaines, en puisant ces sujets dans la société de son temps. Mais l'ambition est la même. Il s'agit de peindre de grands formats, avec des actions intéressantes pour le spectateur de l'époque, et surtout d'exprimer à travers ces hommes et ces femmes qu'il représentait des idées, des sentiments, quelque chose qui pouvait donc relever de l'ambition académique du XVIIe siècle et la renouveler. On s'aperçoit que malgré cette fidélité à la hiérarchie des genres, il va donner non seulement une place assez importante, numériquement parlant, à la nature morte, mais il va surtout varier les formules de ces natures mortes pour mieux montrer que ce genre subalterne est capable de s'enrichir de données qui permettent de magnifier ce qui jusque-là était considéré comme des éléments secondaires de la pratique picturale. Au point que le tableau que vous avez devant les yeux, le très beau portrait d'Eva González, nous sommes en 1870. Eva, qui a été la seule élève de Manet à 23 ans, elle apprend la peinture chez différents maîtres. Chaplin, très oublié aujourd'hui, mais proche des sœurs Morisot, un artiste qui s'était illustré dans le néo-rocaille sous le Second Empire, un artiste très intéressant d'ailleurs, et puis Manet. Manet qui d'ailleurs n'est pas très loin de temps en temps du rocaille, mais qui à l'époque représente ce qu'il y a de plus audacieux sur la scène parisienne. Et Eva González se présentait d'ailleurs au salon comme l'élève de Chaplin plutôt que comme l'élève de Manet. Et en 1870, donc le dernier salon du Second Empire, avant la grande catastrophe, mais j'ai pas, je pense, besoin de parler de catastrophe à Soissons, catastrophe historique, j'entends. 70, donc, dernier salon du Second Empire, Manet expose le portrait de son élève et la montre en train de peindre une nature morte, un bouquet. Un bouquet. Alors là, commence la dispute, la fameuse dispute des spécialistes de Manet. S'agit-il d'un tableau qui, précisément, relègue la pratique de la nature morte du côté des peintres femmes? Ça a été longtemps la position, par exemple, de Tamar Garb, féministe britannique
mais qui a surtout fait sa carrière aux États-Unis. Et puis, plus récemment, on s'est demandé si cette image ne signifiait pas autre chose, hein, que l'idée d'une relégation de la nature morte du côté de la peinture des femmes, et donc de la peinture des amateurs, de ces femmes qui effectivement étaient très nombreuses dans les salons de l'époque, mais qui s'en tenaient pour l'essentiel aux natures mortes, aux petites scènes de genre sentimental, et qui ne s'élevaient que très rarement à la grande peinture. Qui disait peinture féminine disait aussi une certaine sensibilité, voire une certaine sentimentalité. Bref, il y avait une hypothèque intellectuelle et morale qui pesait sur la pratique des peintres femmes. Et il semble que Manet, très conscient de tout ça, ait cherché dans ce tableau à s'affranchir de cette idée. D'abord parce qu'il avait accepté Eva González comme une de ses élèves, il n'a pas eu d'autres élèves, et ça ne tient pas à la personnalité d'Eva González, qui était évidemment une personnalité très intéressante, mais au fait que, pour Manet, très probablement, il n'y a pas la peinture des femmes et la peinture des hommes. Il y a la bonne et la mauvaise peinture. Eva González avait tous les dons pour faire de la bonne peinture, et il va l'aider, comme il aide d'ailleurs au même moment Berthe Morisot à devenir ce qu'elle va devenir, autour de 1870, un peintre accompli. Eva González va mourir très tôt, mais elle a laissé un œuvre, comme on dit en histoire de l'art, donc un corpus très intéressant. Je reviens donc à la lecture féministe et négative de cette image qui a longtemps prévalu, pour faire état d'une autre lecture possible, et qui montre que ici, Eva González, eh bien, à travers les références du tableau, à travers la façon dont elle se situe dans la composition, évoque plutôt les grandes aînées, la Billard, Madame Vigée-Lebrun, Valérie-Costet, bref, toutes ces femmes du XVIIIe siècle qui avaient accédé souvent à l'Académie royale de peinture, et qui passaient, avec autant d'ailleurs d'aisance que Manet, de la nature morte au grand portrait historié, voire à la peinture d'histoire dans le cas de Vigée-Lebrun. La grande toilette blanche, le geste, tout ça renvoie donc à des référents qui étaient bien connus des visiteurs du salon au XIXe siècle. Et puis, autre élément qui permet de penser que le tableau valorise son sujet au lieu de le reléguer dans les marges donc de la grande peinture, le tableau qu'elle est en train de peindre. Un bouquet de fleurs, mais un bouquet de fleurs à la manière de Jean-Baptiste Monnoyer, donc un des grands peintres du Versailles de Louis XIV, un des plus grands praticiens de la nature morte royale au XVIIe siècle, et dont l'œuvre avait été gravée par lui-même et par d'autres, et qui faisait partie donc du vocabulaire couramment utilisé par les peintres de fleurs depuis le premier XVIIIe siècle. On peut même penser que ce qui pourrait passer pour un dessin et que l'on voit dans la partie droite inférieure de la composition est une gravure d'après Monnoyer. Tout ça pour dire que ici, Manet nous donne de manière assez transparente l'idée qu'il se faisait de la nature morte. Non pas donc une idée mesquine, mais au contraire, l'idée que même la nature morte, si bornée soit-elle dans les éléments qu'elle utilise, dans l'esthétique qui est la sienne, peut engendrer la vraie et la bonne peinture moderne. Il y a là, pour Manet, à travers le portrait d'Eva González, une manière de manifeste. Le tableau d'ailleurs a été très mal reçu par la presse, qui trouve que Manet n'a aucune capacité, aucun don pour peindre le charme féminin, et que la pratique elle-même, ces grands coups de pinceau, cette façon de procéder, est une sorte de caricature de la bonne peinture. Mais il y a là une sorte de message, car Eva n'est pas en train de copier
une gravure d'après Monnoyer, mais bien de peindre un bouquet de fleurs qui est situé hors champ. Hein, vous savez que Manet adore ça, hein, situer une partie de ce qui fait l'intérêt de ses compositions hors champ. Mais ici, tout nous permet de deviner qu'elle est en train de peindre un bouquet et qu'elle est située entre ce bouquet, cette chose vivante, cette réalité qu'il faut donc transcrire et rendre intéressante, et puis le savoir. Hein, c'est-à-dire ce carton à dessin, peut-être cette gravure d'après Monnoyer, et Manet laisse entendre que la bonne peinture n'est en rien amnésique. Elle n'est pas simplement une réponse à la réalité. Elle se fonde sur un savoir, une mémoire, une pratique, et il inscrit donc Eva González donc dans cette grande lignée des peintres femmes depuis le XVIIe siècle. Vous savez que dès le XVIIe siècle, certains membres de l'Académie sont des femmes. Au XVIIIe siècle, elles sont plus nombreuses. Et au XIXe siècle, elles sont très nombreuses au salon. Et elles rivalisent donc d'audace et de virtuosité avec les peintres masculins. L'œuvre de Manet et l'œuvre d'Eva González proposent d'ailleurs des parallèles très intéressants qui montrent que, là encore, Manet n'a aucun mépris pour la nature morte en elle-même et qu'il est prêt à l'accepter même dans sa plus simple formulation, hein, la branche de pivoine d'Orsay, et que je rapproche donc de ce petit tableau d'Eva González, un tout petit peu plus anecdotique à cause du scarabée, mais on le voit, il y a bien sûr une parenté évidente là entre les deux artistes, et à l'évidence, un tableau comme le tableau de Manet n'était pas destiné à être montré au salon et peut-être et encore moins, ou en tout cas et pas plus dans les galeries, la galerie Martinet, la galerie Cadar, où Manet est exposé sous le Second Empire. C'est un tableau pour lui-même ou simplement prévu pour en faire don à son entourage, mais qu'il peint avec la même délicatesse, la même virtuosité que ces grands tableaux. Un de mes collègues américains a compté le nombre de touches qu'il a fallu à Manet pour arriver à ce miracle d'élégance, de somptuosité, de velouté même dans le rendu des pétales. C'est moins de 100. Moins de 100. Je n'ai pas compté, hein, je lui fais confiance. Mais il y a évidemment chez Manet, il l'a dit lui-même, cela a été rapporté par ses premiers biographes, un goût pour la concision où il voyait donc la première exigence de la sincérité et de l'élégance en peinture. La concision, et bien sûr, la nature morte en est le genre par excellence. Hein, plus on est concis dans la nature morte, plus l'image est poignante, plus elle vous saisit. Et voulant rendre la vie, c'est une des vocations de la peinture selon Manet, il faut aussi lui donner une aura poétique, voire une aura dramatique. Et c'est ça qui va m'intéresser pendant notre petite séance, avant d'arriver donc au fameux rouget et à la fameuse anguille qui nous réunit. Puisque je vous parlais des fonctions de l'image, ici un bon exemple de ces oppositions qui nous plaisent tant chez Manet, le bouquet de violettes destiné à Berthe Morisot, une sorte de carte de visite, un billet doux, en quelque sorte, une des choses qui aurait dû rentrer dans la collection d'Orsay depuis très longtemps. Je ne sais pas ce qu'ont fait mes prédécesseurs, qui a failli rentrer dans la collection de Jeff Koons. Quand j'ai voulu emprunter cette œuvre en 2011 pour l'exposition d'Orsay, on m'avait fait comprendre que Jeff Koons en avait payé la moitié du prix que le collectionneur lui en demandait. Il se trouve qu'il n'a pas su peut-être trouver l'argent pour compléter l'achat, mais l'œuvre n'est pas dans la collection de Jeff Koons, qui a des Manet, mais pas celui-là. Donc ce tableau, on en rêve, Françoise Cachin en rêvait, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas parvenue elle-même à le faire entrer dans les collections, mais vous voyez que là, on est vraiment dans la nature morte intime. Il ne s'agit pas même de peindre cela sans penser à son destinataire. C'est véritablement Berthe Morisot, ici, non pas réduite à
à son absence, mais évoquée par un éventail, un bouquet de violettes, et cela suffit pour que le dialogue entre Berthe, qui deviendra sa belle-sœur, et lui-même, donc, s'établisse. À l'inverse, un tableau, non pas montré au salon, mais montré en galerie chez Cadar et chez Martinet, un des plus célèbres aussi de notre collection, puisqu'il est passé par la collection Montrené-Laton, qui possédait le déjeuner sur l'herbe, vase de pivoine sur pied-douche, donc un tableau typique de ce que la peinture de Manet, comme de Courbet d'ailleurs, au même moment, doit à l'ambiance du Second Empire. Le vase est très Second Empire, et puis cette opulence est très Second Empire, d'autant plus que la pivoine était une fleur très récemment venue en France, porteuse d'un rêve d'Orient. C'est d'ailleurs une fleur qui va éclore là dans les prochains jours. Hein. J'en ai dans mon jardin et je pense toujours à Manet en les voyant donc en les voyant éclore et si vite, hélas, se déliter. Mais c'est aussi ça qui fait la beauté de cette fleur. Et tout le tableau d'ailleurs repose sur cette fragilité magnifique et magique de la fleur, épanouissement finalement attendu et puis si éphémère. Donc il y a quelque chose de magnifique dans cette composition qui est très étudiée, faite pour impressionner et qui en même temps s'enroule autour de l'idée de l'éphémère et de la fragilité. Vous voyez que quand il veut s'en donner la peine, Manet produit des tableaux comme ceux qu'on voyait au salon, car le salon à l'époque, donc c'est 3 à 4 000 tableaux, et c'est quelques tableaux d'histoire, mais c'est essentiellement du portrait, du paysage et de la nature morte, et quelques scènes de genre. Avant de revenir à ce tableau saisissant, un mot tout de même sur l'arrière-plan familial de Manet, car cet arrière-plan a une signification particulière dans le cas présent. Car Manet aurait pu être marin, comme Gauguin l'a été. Gauguin l'a été plus longtemps que Manet. Mais Manet a connu la dure existence des pilotins. Il était l'aîné de trois fils. Il a 2 frères, dont celui qui épousera Eugène Berthe Morisot plus tard. Il est l'aîné. Il est très aimé de ses parents. Son père est un haut fonctionnaire du ministère de la Justice. Sa mère est fille de diplomate et elle a eu pour parrain un Bernadotte. C'est l'élite parisienne, c'est l'élite républicaine aussi. On le sait grâce à la correspondance de Manet qui parle de l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1948 comme d'une menace qui pèse sur la République. Et c'est aussi à ce moment 48 que Manet doit d'avoir un peu bourlingué, puisqu'il échoue en juin 48, il a 16 ans. Il abrège des humanités qui ont été à la fois structurantes et moins brillantes qu'on pourrait l'imaginer, car c'est un homme intelligent, on va le voir plus tard, dans ses relations avec les écrivains du temps, sa correspondance, sa façon d'être, et puis l'intelligence de sa peinture, disait Picasso. Mais il est l'aîné et à défaut de devenir avocat, car c'est sans doute la première profession que rêvait pour lui son père, qui était un homme à forte personnalité, il décide d'entrer dans la royale. Il échoue en juin 48 et la Seconde République met au point un système qui permettait finalement de se représenter à l'examen après avoir fait finalement ses preuves dans la marine marchande. Donc le voilà parti vers le Brésil, où il décrit les marchés d'esclaves, où il a peut-être même contracté, c'est ma théorie, c'est d'ailleurs aussi un peu celle de Juliette Waro, la syphilis, qui le tuera plus tard. En tout cas, expérience décisive. On le voit dans sa correspondance, où il décrit l'impression de l'élément marin. Il y a déjà une très très belle sensibilité dans ses mots, dans sa façon d'écrire. Et à l'évidence, quand il peindra des poissons, quand il peindra des marines, sans doute les plus belles d'ailleurs de la peinture française, il les peint en connaissance de cause. Il y a chez lui
une affinité profonde pour l'élément marin. Donc, je voulais d'abord vous poser un peu le décor avant de revenir à ce tableau si saisissant, si violent même, qui est Anguille et Rouget, une des natures mortes les plus insolites de toute l'histoire de la peinture française. Pour vous dire deux mots de la façon dont la nature morte va faire son chemin dans la grande peinture chez lui. Et comment chez lui, chez Manet, les genres sans fusionner, s'entrelacent. Alors, ce n'est pas le premier à avoir procédé ainsi. Les grands artistes, généralement, considèrent que les catégories ne sont pas faites pour eux, et Manet de cela. Mais sa formation de peintre d'histoire, il la doit, à partir de 1849, on est toujours sous la Seconde République, à Thomas Couture, artiste devant lequel le public du musée d'Orsay passe sans trop comprendre que c'est là que tout s'est joué. Il est resté quand même 6 ans chez Thomas Couture. Et Thomas Couture avait évidemment le goût des grandes compositions, des grands sujets. Les Romains de la décadence, c'est bien sûr une dénonciation pour Couture, qui lui aussi était assez républicain, proche des fils Hugo, une dénonciation de l'immoralité de la société contemporaine, hein, les derniers moments de la monarchie de Juillet. Mais regardez comment il procède. Il y a bien sûr cet amoncellement presque de corps, et au premier plan, une grande nature morte, hein, qui vient comme concentrer la signification du tableau. Ce vase renversé, c'est Rome déjà, qui est en train de s'aborder, de se suicider. Le tout premier tableau de Manet, pour le salon, hommage aux parents, à ses parents. Vous voyez que le père, je le disais, n'est pas commode, il est en train de mourir d'ailleurs, lui aussi. Drôle d'histoire, hein, l'histoire de la famille Manet de syphilis, ou de la syphilis. Et la mère de Manet, qui a d'ailleurs adorait son fils, adorait ses fils, et là derrière, on est vraiment dans le vocabulaire du portrait de l'élite parisienne. Monsieur est assis, c'est l'autorité, madame est debout, elle est d'ailleurs rapprochée de pelote de laine. Mais regardez comment la nature morte, c'est-à-dire cette présence de la couleur et de la laine, eh bien, dit ici quelque chose du tableau, hein, d'une certaine manière. Les accessoires qui désignent le féminin s'opposent aux accessoires qui désignent le masculin et que l'on voit au premier plan. Mais si l'on veut pousser le parallélisme avec Couture plus loin, on parlait de Moreau-Nélaton et du Déjeuner sur l'herbe, le tableau par qui le scandale est arrivé en 1863, mais qui en a d'ailleurs tiré un gros profit de ce scandale du Salon des Refusés. Regardez comment, au premier plan du bain, puisque le tableau s'intitule Le Bain en 1863, eh bien, il y a une magnifique nature morte, avec des choses qui renvoient à la sensualité, voire même à la sexualité, qui est un des thèmes du Déjeuner sur l'herbe, puisque Manet, qui avait séjourné 2 fois en Italie, connaissait très bien la signification des fruits, les cerises, les figues, le petit pain. D'ailleurs, un petit pain qui nous fait penser plutôt au pain à l'italienne qu'au pain français. Est-ce que c'est volontaire? Ça, on l'ignore, mais la fonction même de la nature morte ici, hein, c'est de donner comme une sorte de concentré, comme le scénario, aurait dit Chastel, comme le scénario du grand tableau. Hein. Il est là, le pitch, on dirait aujourd'hui, eh bien, il est là au premier plan. C'est une affaire de femmes déshabillées, de mœurs contemporaines, de sensualité, voire de sexualité. Toujours dans le même esprit, mais à l'autre bout de la carrière, Manet n'a plus que quelques années à vivre. Il va connaître, grâce aux Républicains, avec Christophe, nous sommes passés devant le buste de Jules Grévy tout à l'heure. Il doit, au tournant de 1879, à l'arrivée des Jules, Simon, Grévy, Ferry, d'être enfin, sinon reconnu, du moins un peintre que l'on montre avec plus d'égard sur les simèses du salon. Et le père Latuile utilise ici, avec cette césure à la Degas, une poire pour signifier le climat amoureux, un peu néo-rocaille, du père Latuile. Et quasiment le tout dernier tableau d'histoire,
avec lesquels Manet donc renouvelle l'ambition qui consistait donc à non seulement représenter la figure humaine, mais à traduire à travers elle donc une palette d'émotions et d'idées qui fondaient la hiérarchie des genres, le fameux Un bar aux Folies Bergères, où l'œuvre est entièrement occupée, en tout cas largement occupée par une nature morte extraordinaire, qui d'ailleurs va faire couler un peu d'encre au salon de 1882. C'est le dernier salon auquel il est participé. Et on le voit ici, non seulement la nature morte est omniprésente, mais elle est de plus en plus audacieuse. Les mandarines, les fleurs dans le verre, c'est déjà une chose, mais les bouteilles de champagne si nombreuses, la bouteille de peppermint, les bouteilles de bière anglaise, tout ça est très neuf. Et Manet avait ce don de faire entrer dans la poésie picturale ce qui passait pour prosaïque. Il a même signé sur la bouteille que l'on voit à gauche, c'est la première bouteille qui se trouve à gauche, et la signature de Manet est portée sur l'étiquette. Et les signatures de Manet ont toujours une localisation intéressante. Et donc, il a senti peut-être que un des coups d'audace de cette composition qui les multiplie, les figures réfléchies, l'impression de ne plus savoir très bien où on se trouve, donc faire encore mieux que le balcon de 1868, et puis cette présence presque à la façon apollinaire des alcools au premier plan. Si une partie des grands tableaux de Manet semble dévorer la nature morte, l'inverse est aussi vrai. L'inverse est aussi vrai, et je voudrais m'y arrêter avec vous. Je dois vous avouer que certains critiques, et notamment des critiques de la presse anglaise, en 2011, quand j'ai fait l'exposition Manet à la demande de Guy Cocheval, ne m'ont pas toujours suivi dans mes considérations un peu acrobatiques. Et notamment, j'ai tendance, non pas à voir dans chacune des natures mortes un écho aux grandes compositions, mais il me semble qu'il y a des analogies et une parenté. Et j'aurais envie d'appliquer à Manet la phrase que Matisse appliquait à sa propre peinture, quand Matisse disait qu'il avait un sentiment sacré de la vie. Et derrière le mot sacré, il entendait bien quelque chose de l'ordre du religieux. Il y a un peu de cela chez Manet, ce qui fait de ces natures mortes des objets à la fois délectables et parfois troublants. Revenons à cette branche de pivoine, le petit sécateur, qui laisse à penser que, et ça c'est toute l'élégance un peu dandy de Manet, qu'il a suspendu le moment où il était en train de couper des fleurs pour en faire un bouquet. Il y a toujours chez Manet la nécessité de relier la peinture à la vie qui l'enveloppe. C'est-à-dire qu'il y a un lien, je vous parlais de hors-champ, mais il y a un lien même aussi presque de temporalité entre ce que l'on voit et ce que l'image suggère. Là, ce que l'image suggère, c'est que Manet ou Suzanne, son épouse, venaient de découper 2 pivoines, car il y a des pivoines chez les Manet, parce qu'il les cultivait également, il ne se contentait pas de les peindre. Donc un tableau qui fait d'une simple peinture un objet plus intéressant et plus inscrit dans l'existence même de l'artiste. Et à l'évidence, pour moi, il y a, en raison de la composition en diagonale, en raison du sécateur qui tout d'un coup perd son caractère anodin, mais se remplit d'une sorte de sentiment dramatique, un lien avec les grandes compositions contemporaines. Manet, en 63, donc, est exclu du salon. Il réserve donc le bain et 2 espagnolades au Salon des Refusés, mais il revient en 64 et en 65 au Salon, et en 64 avec un Christ, le sublime Christ du Met, et un tableau non moins sublime, mais qu'il va découper par la suite, qui est une course de taureaux, une scène de corrida. La caricature nous permet de comprendre ce qu'était la composition avant qu'il ne découpe le tableau et qu'il ne conserve donc que ce toréador
au passage, le tableau préféré de Matisse chez Manet. Et l'une des grands chefs-d'œuvre de la National Gallery de Washington, qui d'ailleurs contient un musée Manet au sein du département de peinture française. Et je vois, moi, en tout cas je propose de voir un lien presque mystique entre ces pivoines qui reposent sur la diagonale près d'un sécateur et le toréador près de son épée et qui est en train de se vider de son sang. C'est parfois plus évident. Tige de pivoine et sécateur. Christophe me disait que ce tableau aurait pu faire l'objet du dossier, mais si j'ose dire, vous gagnez au change, car l'anguille, c'est encore plus fort. Même si j'aime beaucoup cette autre nature morte de 1864, vous voyez que 64, c'est vraiment une année où il en aura produit quelques-unes et les plus belles. Et là encore, le texte de Françoise Cachin en 1983 est très éclairant. Elle sent bien qu'il y a quelque chose là qui dépasse la stricte nature morte, mais qui renvoie davantage donc à des compositions anciennes. Alors elle parle d'Oudry, de Chardin. Moi je pense qu'on peut aller plus loin encore, et aller plus loin que la nature morte au canard blanc, tableau illustrissime d'Oudry, et même voir dans la façon dont la tige de pivoine est agencée, le sécateur davantage ouvert et davantage finalement porteur de violence et de mort, voir dans cette tige de pivoine donc quelque chose qui joue ou fait référence implicite donc à la mort du Christ, même si le Christ mort et les anges, c'est un titre hélas qui ne dit pas l'intention même de Manet, puisque le tableau montre au contraire le moment où le Christ revient à la vie. Là-dessus, Manet l'a dit suffisamment, c'est très clair, et ceux qui l'ont bien connu l'ont confirmé. Donc, vous voyez comment une simple nature morte, au-delà du langage commun de la nature morte, qui effectivement renvoie à la fragilité de l'existence humaine, mais aussi, et c'est pour ça que c'est un genre paradoxal, au fameux carpe diem. La nature morte, c'est aussi une manière de nous rappeler qu'il faut vivre, et non pas seulement se torturer à l'idée de notre disparition programmée. Je crois que la tige de pivoine a quelque chose de christique. Quelques années après l'exposition de 2011, toujours à la demande du président de l'époque, Guy Cocheval, nous avions organisé à Venise une exposition Manet Ritorno a Venezia. Et c'était un titre qui, non seulement nous rappelait que Manet avait connu Venise en 1874 avec James Tissot, mais qui avait chez lui pas simplement un goût pour la peinture espagnole ou la peinture nordique, mais une assez bonne connaissance de l'art italien. Du reste, il a laissé près de 200 dessins magnifiques d'après les grands maîtres de la Renaissance, avec un goût d'ailleurs très prononcé pour l'école de Raphaël et pour Andrea del Sarto. Donc c'est un peintre dont la culture visuelle était assez solide et finalement beaucoup plus éclectique qu'on le croit. Et nous avions rapproché votre tableau de ces tableaux de Felice Bozzelli, qui s'était fait une spécialité de ces amoncellements de poissons, de crustacés, à la fois alléchant et un peu inquiétant. Le monde de l'inhumain, dirions-nous aujourd'hui, même si nous ne sommes plus cartésiens et nous ne séparons plus autant qu'avant, que dans ma jeunesse, l'humain et l'inhumain, l'humain et l'animal, l'humain et les arbres, l'humain et le vivant, comme on dit aujourd'hui. Et d'ailleurs, à l'évidence, on ne voit plus le tableau d'Orsay aujourd'hui comme on le voyait
en 2011 au moment de l'exposition parisienne et en 2012 ou 13 au moment de l'exposition vénitienne. Je peux moi-même en être le témoin. Et les tableaux, ces grandes natures mortes de Bozzelli du début du XVIIIe siècle, donc dialoguaient avec l'anguille et Rouget de Manet pour tirer l'œuvre justement vers ce cas-là de dramatique. Alors, j'ai montré à travers les pivoines que Manet peut introduire une sorte d'inquiétude, de violence sourde dans les tableaux qui semblent pourtant rayonner de son goût de la vie et de son goût pour les fleurs. Eh bien, il y a dans Anguille et Rouget quelque chose de tout à fait différent. Et Christophe me faisait remarquer, je le remercie parce que je n'y avais pas pensé en 2011, qu'un peintre moins singulier que Manet aurait inversé la proposition que vous avez devant les yeux. Le Rouget se serait détaché sur le noir de l'anguille. Et le tableau aurait une toute autre présence et sans doute une toute autre signification. En 2011, moi, je ne voyais que la rime plastique, pour parler comme André Lotte, que forment l'anguille et le couteau. Ce couteau terrible, et il n'y a peu d'aussi terrible dans la peinture de cette époque-là. Et Manet, qui est un peintre qui, pour nous, est désormais sans doute l'un des les plus somptueux, les plus accomplis, les plus délectables, comme disait Poussin, c'est aussi celui qui cherche à susciter le malaise. Zola a assez bien compris ça en 67 dans le grand article programmatique qu'il publie sur Manet, où il dit il y a quelque chose d'acre chez Manet. Il y a toujours des dissonances. On comprend pourquoi il ne va pas participer à l'aventure impressionniste. Il est ailleurs, il est dans un autre registre émotionnel, il est dans un autre registre symbolique. Et là, ces deux, ce poisson et cette anguille qui serpentent d'ailleurs magnifiquement, sont entre la vie et la mort. Hein. Le corps de l'anguille n'est pas encore pétrifié. Le Rouget va moins bien, d'autant plus qu'il saigne. Hein, mais les deux yeux, ces yeux qui nous regardent, un peu comme vous savez, les chevaux dans la peinture de l'Empire, hein, chez Gros, chez David, et d'autres, il y a toujours l'œil des chevaux qui nous disent mais qu'est-ce que c'est que cette folie, ces batailles, tous ces morts, et de si on en tuait des chevaux pendant les batailles de Napoléon jusqu'en 14. En tout cas, un tableau qui, on le voit, sur une donnée qui pourrait sembler assez élémentaire, eh bien, propose quelque chose de plus complexe du point de vue plastique. Hein, il y a des zones qui sont difficiles à lire. Il y a ce mouvement un peu ténébreux, cet arrière-plan aussi très sombre. Bon, c'est pas du tout un tableau qui donne envie de découper les poissons en question et de se régaler. Hein, on est très loin de ces toiles gustatives. Il en a peint, donc je vais vous en montrer. Hein, donc il a choisi autre chose. Il a choisi de montrer autre chose de notre surconsommation, on peut le dire aujourd'hui comme ça, puisque ces espèces sont menacées, elles sont protégées. Christophe, comme moi, ont fait une petite enquête d'ailleurs sur la culture de l'anguille. Poisson d'ailleurs très intéressant. Par sa longévité, par ses mœurs, par sa façon de se reproduire. Et tout ça est peut-être connu de Manet, qui sait. En tout cas, il y aurait là, et cette conférence m'ouvre un champ de recherche très intéressant. Que savait-on de tout ça à l'époque et que pouvait savoir un Manet, finalement, des espèces qu'il a introduites dans sa peinture. Donc un tableau non pas funèbre, ça serait peut-être excessif de le dire, parce que quand on le voit dans le musée, il est rayonnant d'énergie et de lumière, de force, à commencer par la force plastique, mais c'est un des tableaux peut-être les plus douloureux parmi les natures mortes de Manet. Alors aurait-il
aurait-il lui-même, Manet, adhéré à l'idée que nous faisons maintenant de notre relation au vivant, peut-être, qui sait, hein, puisque les historiens, les meilleurs historiens de la nouvelle génération s'intéressent beaucoup à la façon dont le 19e siècle a ébauché ce que nous vivons aujourd'hui de manière plus urgente, voire dramatique, c'est-à-dire la conscience que l'homme épuise les ressources naturelles dont il vit. Ce qui n'est pas bien sûr, très étonnant, puisque la France du XIXe siècle, malgré ses prouesses techniques, vit essentiellement du travail de l'agriculture. Mais il y a déjà la conscience que cette société consomme, détruit plus qu'elle ne produit. Regardez comme l'ambiance est tout autre dans les natures mortes de la même année. Alors, j'aurais dû commencer par ça. 64, après l'échec, on peut le dire, du salon de 64, il montre le Christ du Met, il montre aussi la scène de tauromachie que je vous ai montré, et il part à Boulogne-sur-Mer, là-haut, dans le Pas-de-Calais, et Boulogne-sur-Mer, c'est déjà une station presque huppée depuis les années 1820-1830, et en 63, on a ouvert un casino, par exemple, des grands hôtels, et ma collègue Juliette Wilson-Barrot, qui a beaucoup travaillé à l'occasion d'une exposition sur Manet and the Sea, sur les villégiatures familiales de Manet, montre qu'il a toujours choisi les meilleurs hôtels. Il est là avec Suzanne. Parfois, Madame Manet mère est là aussi. Et donc, alors il laisse entendre à ceux auxquels il s'adresse, Fantin, qui s'ennuie, qui ne peut pas vivre en dehors de Paris, même l'été. Mais au fond, il est assez heureux de pouvoir peindre autre chose. Et il a laissé donc en 64 une série de natures mortes, de poissons extraordinaires, et qui montre là encore une capacité à varier les propositions très intéressante. Poissons et crevettes, on est sur une table de cuisine, sur un linge blanc. Je reviendrai sur le linge blanc. Et là, une composition en croix de Saint-André, avec d'un côté cet énorme, comme une sorte de bar, je ne sais pas très bien, et puis un brochet qui forme un X avec lui, mais sur un lit de verdure. Vous voyez qu'on est dans un autre climat que votre tableau. On est au contraire dans un tableau apéritif, un tableau qui est là pour nous mettre en bouche. Même chose avec le tableau de Chicago, où l'on voit d'ailleurs une petite anguille au premier plan, un bébé anguille, hein, chose qu'on ne peut plus pêcher aujourd'hui. Méfiez-vous. Mais je sais que l'intention ne vous traverserait pas l'esprit. En tout cas, une petite anguille, elle est là. Des huîtres ouvertes, un citron. Si vous voulez voir le citron, il n'est pas Orsay en ce moment. Hein. Il est à Blois. Des rougets, une sorte de bassin qui rend une soupière, un bassin qui renvoie une sorte de grande marmite comme ça, qui renvoie à la soupière d'argent de Chardin, car la nature morte des années 1860, ça vaut pour Manet mais ça vaut pour d'autres, est très chardinesque. Hein, le grand retour de la peinture française à Chardin, c'est une chose qui a beaucoup intéressé Henri Loiret, eh bien c'est une réalité, et elle croise cette réalité, la peinture de Manet, avec ici donc un très bel exemple. Ce n'est plus le linge sur lequel on va préparer les poissons, c'est la nappe de la dégustation en quelque sorte. Hein. D'ailleurs, les huîtres ouvertes en sont le signe et l'amorce. Et là encore, cet œil, hein, c'est pas l'œil qui est dans la tombe de Victor Hugo, et pas loin. Hein. Cet œil comme ça qui nous appelle. Hein, il y a toujours chez Manet une capacité à nous faire entrer dans la peinture, à nous saisir. Hein, si vous avez vu l'exposition de Manet, dont je me suis occupé avec Isolde Pedermacher, c'était très frappant. Manet mord sur la tension, alors que Degas ne cherche pas du tout à établir ce lien avec le spectateur. Donc, imaginez que le même Manet, à Boulogne-sur-Mer, malgré l'ennui dont il témoigne dans sa correspondance, a peint tout ça. Hein, tout ça. Donc,
avec l'idée qu'il ne fallait pas s'enfermer dans une formule, avec l'idée qu'il fallait, au contraire, plus les éléments de base étaient limités, plus l'imagination de l'artiste devait se déployer. Pardonnez-moi. Alors vous allez penser que j'abuse de ces analogies entre la peinture de la nature inanimée, disait Théophile Thoré, un des grands critiques de l'époque, auquel d'ailleurs Manet a offert la tige de pivoine que je vous montrais tout à l'heure, et la grande peinture sacrée. Mais Manet l'a dit à son premier biographe, Antonin Proust, le rêve de toute sa vie eût été de peindre une crucifixion. Pour lui, c'était le sujet par excellence, le sujet de la peinture, et peut-être même la raison même de la peinture figurative. Le corps du Christ, l'imago Christi, que tout peintre figuratif avait en soi finalement un peintre du Christ qui plus ou moins sommeillait, et que la peinture relevait d'une forme de religion, d'une relation en tout cas sacrée à la vie et à l'image. Les grandes nappes blanches, j'en parle parce que même si tout ça peut vous sembler proche de la surinterprétation, que je combats moi-même d'ailleurs, notamment quand elle est américaine, ces grandes nappes blanches ont frappé les contemporains. Quand ils parlent de Manet, quand ils parlent de ses natures mortes, ils notent son goût pour le blanc, son goût pour ces nappes plissées à la manière de Philippe de Champaigne. Je vous montre ici le grand tableau de Lyon de 1652. Et pour les contemporains de Manet, sans qu'ils le disent, ils nous entraînent déjà sur cette lecture christique, sacrificielle, donc des natures mortes de Manet. Je vous lis ici par exemple ce que Paul Mantz, en 1884, Manet meurt en 1883, et non sans mal, les amis de Manet obtiennent de Jules Ferry qu'on lui rende hommage à l'école des Beaux-Arts. À l'école des Beaux-Arts, c'est-à-dire dans le sein des saints de la peinture que Manet était supposé avoir voulu détruire. Et on le pensait à l'époque, certains le pensaient encore. La critique en 1884 reste assez vacharde. C'est l'exposition posthume, très belle exposition. Alors, on est en 1884, on ne montre pas les Christ. Hein, c'est déjà la reprise de la guerre des cultes, voire même de la guerre des religions. Hein, vous connaissez aussi ici. Paul Mantz écrit ceci. Paul Mantz avait fait un pas vers Manet dans les années 70, après avoir manifesté des réserves. C'était un homme qui s'était formé sous le romantisme, et comme Gautier, à la fois charmé et rebuté par la peinture de Manet. Mais en 84, l'exposition complète finalement des tableaux de Manet montre qu'il y a une cohérence, que cet homme n'était pas un fou, qui avait une volonté esthétique poursuivie avec une persévérance assez admirable, et de temps en temps donc de vraies réussites. Cette nappe, qui formait la note dominante dans ces tableaux de nature inanimés, a été pour Manet une grande leçon et un principe d'affranchissement. On vit dès lors que le blanc n'était pas interdit à ce peintre noir. On dirait aujourd'hui à ce peintre du noir, hein, voire même on dirait rien du tout, parce que désormais le qualificatif est devenu sujet à caution. Mais vous comprenez l'idée. Manet, qui a eu son moment hispanisant dans les années 60, a été aussi celui qui a donné le plus grand éclat à ce blanc virginal, christique. En tout cas, on peut tout de même introduire dans notre lecture de ces grands tableaux, de ces grandes tables garnies, puisque c'est la formule qu'on utilise pour désigner ce type de nature morte. Hein. On est véritablement là au moment où on passe à table, en quelque sorte. Et Manet, comme Caillebotte, ont aimé ce moment
de la nature morte, le saumon de Shelburne, tableau donc difficile d'ailleurs à faire venir, magnifique, mais qui s'organise à la manière des grandes compositions donc que Manet connaissait bien de l'art ancien. Vous voyez que il y a de temps en temps comme des instantanés, hein, et puis de temps en temps la volonté de montrer qu'on s'inscrit dans la grande tradition. La nature morte, vous savez, disait Sterling, c'est le genre que l'on peint deux fois. Dans un premier temps, on compose avec les éléments, puis ensuite on peint sa propre composition. Eh bien, il y a un peu de cela dans le saumon, même si la nappe relevée à gauche, la façon dont les choses se froissent légèrement, montre que Manet n'a pas voulu pétrifier sa composition, mais au contraire lui donner l'aspect de la chose vue. Mais vous voyez que nous sommes très loin, très très loin, hein, du tableau exposé à Soissons depuis quelques semaines. Alors, je l'ai dit, l'essentiel de nature morte de Manet sont peintes dans les années 60. Après, la situation financière de l'artiste va s'améliorer, de nouveaux collectionneurs vont surgir. Ils sont d'ailleurs très intéressants car ils n'appartiennent pas du tout au premier cercle. Je les étudie un peu en ce moment. On peut considérer d'ailleurs que Manet au moment de l'impressionnisme, a une sorte de seconde carrière, qui d'ailleurs débute par l'achat massif d'une vingtaine de tableaux par Durand-Ruel en 1872, véritablement le signe d'une relance de la carrière. Et là, il ne sent plus la même nécessité, le même besoin de peindre la nature morte. Donc elles sont plus rares, mais elles n'en sont pas moins intéressantes, voire insolites et subtiles. Je pense bien sûr à la botte d'asperge qui a appartenu à Charles Frucy, le directeur de la Gazette des Beaux-Arts et le grand ami de Marcel Proust. Il y a de fortes chances pour que Marcel Proust ait eu en tête ce tableau lorsqu'il en prête la réalisation à Elstir dans La recherche du temps perdu. Il y a un moment délicieux avec le duc de Guermantes. Swann cherche à vendre ce tableau au duc de Guermantes. Le duc de Guermantes dit achetez une botte d'asperges, vous n'y pensez pas. Comme si finalement il n'y avait pas de distance, de différence entre la chose et sa représentation. Hein. Et puis l'anecdote que vous connaissez bien, Charles Frucy envoie 1000 francs à Manet qui en attendait 800 et Manet lui retourne la petite asperge en lui disant il en manquait une à votre botte. Ce qui donne un bon indice de la noblesse du personnage, à la fois des Frucy d'ailleurs et de Manet. Et puis Bataille dans son fameux livre sur Manet a fait un sort à cette asperge qui est effectivement très célèbre et où il dit que Bataille qui a très bien compris, il n'a pas tout compris à la peinture de Manet, mais il a très bien compris cette angoisse qui sourd régulièrement chez lui. Et il dit qu'au contraire, dans cette asperge, tout est enjoué. Le mot est magnifique, enjoué. Il parle d'une peinture enjouée. On est là encore très loin de notre anguille. Très loin de notre anguille. Même chose avec les tout derniers tableaux. Manet commence à comprendre que les médecins qui lui imposent toutes sortes de traitements ne vont pas le guérir, ne vont pas le sauver. Et il est presque paralysé des membres inférieurs, il ne se déplace plus. Il subit stoïquement donc toutes sortes de traitements. Et il peint des choses qui sont très recherchées. Ces fleurs dans des verres. Non plus des vases, mais des verres. On voit la tige, des choses encore plus intimes et qui prennent une résonance quand on les voit incroyable. J'ai même vu il y a quelques années dans une exposition qui lui était consacrée aux États-Unis une série de ces fleurs dans des verres et on a presque les larmes aux yeux. On sent que Manet dit adieu à tout ce qu'il a aimé et à la peinture bien sûr, mais les fleurs également. Et au lieu d'attrister au fond ou d'endeuiller ses compositions, il en fait un concentré de vitalité enjouée. Pardonnez-moi. Une dernière image,
pour rappeler que proche de la mort, il retourne, si je puis dire, il retourne vers ce qu'ont été ses années d'adolescent. La mère, chez Manet, est une mère poétique ou politique. Et là, c'est la mère politique des communards qui reviennent en France, Rochefort notamment, et dès que Rochefort quitte Londres pour Paris, Manet lui saute dessus et obtient l'autorisation d'évoquer son évasion rocambolesque, qui lui avait permis de quitter le bagne, où on avait envoyé un grand nombre de communards. Manet qui s'était félicité de cette décision de la République radicale qui consistait donc à amnistier les communards, en tout cas la plupart d'entre eux, peint la mer. Et je voulais vous laisser sur 2 images de la mer. Vous me permettrez de faire un tout petit peu de publicité, vous allez comprendre pourquoi. D'abord parce qu'il me semble que c'est une des clés de lecture de cette très belle brochette de nature morte poissonnière de 1864. Et j'ai une préférence. Je ne dis pas ça pour vous flatter et flatter votre directeur du musée, pour ce tableau. C'est toujours un tableau qui m'a saisi et qui m'a emmené très loin en 2011. Et puis, si vous aimez la mer, la peinture de Manet, j'ai donc commis un livre qui vient de sortir il y a quelques jours, dans une collection qui permet de se faire une idée complète en une vingtaine de pages de tel ou tel artiste, et même de vivre avec l'œuvre, car le livre se plie et se déplie. C'est les fameux, en bon français, pop-up, donc ça s'appelle pop art. J'espère que les ayants droit de Warhol, pardonnez-moi, ne feront pas un procès à Antoine Gallimard. En tout cas, j'ai insisté dans ce petit livre sur le lien très fort que Manet a toujours maintenu avec la mer et ses produits aujourd'hui un peu menacés. Merci de votre attention.